Vendredi 26 juin 2026, bonsoir à tous et bienvenue au Journal international. À Tombouctou, au Mali, la pénurie de carburant plonge la population dans une grave crise. Depuis plusieurs jours, des milliers d'habitants sont privés d'eau et d'électricité alors que les températures dépassent les 40 degrés Celsius. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. La maladie qui a suscité l'inquiétude dans la province du Kouili n'est finalement pas Ebola. Les premiers résultats des analyses privilégient plutôt des cas de paludisme. Bonsoir. Aux États-Unis, la Cour suprême a annulé ce jeudi 25 juin une condamnation majeure visant l'entreprise Monsanto. En 2023, un agriculteur de Missouri avait fait condamner le géant de l'agrochimie, accusant son herbicide Star Roundup d'avoir provoqué son cancer. Un jugement qui avait entraîné le dépôt de dizaines de milliers de plaintes contre la filiale américaine du groupe allemand Bayer. Toutes ces plaintes pourraient désormais être annulées. En octobre 2023 aux États-Unis, Monsanto avait été condamné à verser plus de 1 million de dollars à un agriculteur de l'État du Missouri atteint d'une forme de cancer qu'il attribuait à l'utilisation du Roundup, l'herbicide vedette du groupe agrochimique à qui il reprochait de ne pas avoir placé d'avertissement sur les bouteilles. Une décision de justice alors historique qui avait entraîné 2 ans et demi plus tard au dépôt des milliers de plaintes pour des faits similaires devant les tribunaux américains. Mais avec la récente décision de la Cour suprême ce jeudi 25 juin, elle pourrait bientôt être annulée. La Cour suprême a en effet tranché en faveur de Monsanto et a blanchi le groupe. Selon elle, le géant agrochimique n'est pas tenu d'indiquer un potentiel effet cancérogène du glyphosate sur les emballages de Roundup puisque les autorités sanitaires américaines ne reconnaissent pas ce risque. Une énorme victoire pour Monsanto qui a déjà déboursé plus de 10 milliards de dollars depuis 2018 pour régler les litiges liés au glyphosate et qui avait provisionné 8 milliards de dollars supplémentaires pour ceux encore en cours. La molécule reste cependant toujours très contestée et si elle n'est pas considérée comme cancérogène aux États-Unis, elle est bien classée cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Au Mali, les habitants de Tombouctou sont dans l'épreuve. La ville au 333 Seine n'est plus desservie ni en électricité ni en eau depuis mardi 23 juin 2026 en cause le manque de carburant. Les stations-service sont à sec depuis environ un mois et le marché noir lui-même est de moins en moins bien fourni. Il fait plus de 40 degrés et nous sommes sans eau ni électricité depuis mardi, résume dans une colère froide un habitant de Tombouctou au Mali. Selon les nombreuses sources jointes par RFI, la centrale thermique de la ville est à l'arrêt complet empêchant de faire fonctionner les infrastructures de l'EDM, la société publique d'électricité et de la Somagep, l'entreprise de gestion de l'eau potable. La ville dispose bien de quelques forages accessibles aux habitants, généralement construits par des ONG, mais ils ont pris d'assaut. Les femmes doivent faire le rang pendant des heures et marcher loin de chez elles avec leur seau, déplore un habitant. C'est une souffrance indicible, s'emporte en notable. Les conditions d'hygiène sont exécrable. L'hôpital de la ville continue toutefois de fonctionner grâce à l'énergie solaire et à des groupes électrogènes. Sollicités par RFI, ni le gouvernorat ni la délégation spéciale qui tient lieu d'équipe municipale en l'absence d'élections non souhaitées commenter. L'opposant guinéen Rafiou Sow a été inculpé et placé sous mandat de dépôt mercredi 24 juin 2026. Il est accusé d'avoir tué sa femme Rachel Ratmal, retrouvée poignardée chez elle au Canada en 2007. Rafiou Sow aurait ensuite fui le Canada pour retourner dans son pays, la Guinée, pour se lancer dans une carrière d'opposant en fondant le Parti du Renouveau et du Progrès, dissous en mars dernier. Rafiou Sow, fondateur du Parti du Renouveau et du Progrès, dissous en mars dernier en Guinée, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt ce mercredi 24 juin 2026 dans la capitale Conakry. Tout est parti d'une série d'articles publiés début juin par le quotidien québécois La Presse. Dans une vidéo qui accompagne ces articles devenus virales en Guinée, la journaliste québécoise interroge Rafiou Sow à Conakry sur la mort de son épouse Rachel Ratmal,
retrouvée poignardée chez elle au Canada en 2007. Dans l'interview, il nie l'avoir assassinée et s'être marié avec elle. Pourtant, la presse publie de nombreuses photos du couple et des témoignages sur les circonstances du meurtre de Rachel Ratmol. Les proches de celle-ci décrivent Raffiuso comme étant particulièrement violent avec sa campagne. L'enquête ouverte au Québec au moment des faits, il y a près de 20 ans, s'était enlisée en l'absence du principal suspect. Mais cette série d'articles a poussé la justice guinéenne à se saisir de l'affaire. Les tribunaux guinéens sont en effet compétents pour juger des crimes commis par ses ressortissants à l'étranger. Le parquet de Conakry a donc ouvert une enquête judiciaire la semaine dernière. Raffiuso a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Interrogé par un magistrat mercredi 24 juin, il a été inculpé et incarcéré avec mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry en attendant la suite de la procédure. Dans l'ouest de la République démocratique du Congo, une mystérieuse maladie a sémé l'inquiétude cette semaine dans la province du Kwilu, frontalière de la capitale Kinshasa. Le bilan, selon des sources locales contactées par RFI, 12 morts depuis fin mai dans le territoire de Bulungu. Des habitants pris de peur ont fui leur village pour les localités voisines. Les autorités redoutaient le pire, mais il ne s'agit pas d'Ebola, mais de cas de paludisme. Députés et responsables locaux redoutaient le pire, la présence d'Ebola, alors qu'une épidémie sévit déjà à l'est du pays, à plus de 1000 km de là. Mais la nouvelle est tombée. La mystérieuse maladie qui sème l'inquiétude dans la province de Kwilu n'est pas Ebola. Les médecins évoquent des cas de paludisme, selon un correspondant à Kinshasa, Patient Ligodji. Tout a commencé le 31 mai au village de Mukulumbiala, secteur de Niadjikara, territoire de Bulungu. Les décès s'accumulent, la peur s'installe. Des habitants quittent même le village pour se réfugier dans les localités voisines. L'affaire se met alors à circuler jusque sur les réseaux sociaux. Les autorités sanitaires sont saisies et le médecin chef de la zone de santé de Bulungu se rend sur place. Parmi les morts constatés sur place, des adolescents de 15 ans, des adultes de 25 à 45 ans, des enfants de moins de 5 ans. Dans les centres de santé, les malades présentent les mêmes symptômes: maux de tête, fièvre, douleurs abdominales, vomissements. Arrivé sur place, il y a 3 jours, le médecin chef de zone penchait sur le paludisme. Certains patients pris en charge, eux, sont ressortis guéris. Des échantillons sont alors partis pour Kinshasa à l'Institut national de recherche biomédicale. Contacté par RFI, son directeur général, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, confirme leur réception. Il ne s'agit pas de cas d'Ebola, dit-il. Ce sont des cas de paludisme, une maladie fréquente dans cette région et souvent maltraitée. L'hypothèse Ebola est donc écartée pour l'instant. Reste la prudence. Une équipe sanitaire de 10 personnes doit descendre sur place cette semaine pour effectuer de nouveaux prélèvements. Le Premier ministre du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, s'est rendu mercredi 24 juin à Oman pour préparer des discussions entre des pays du Golfe, l'Irak et l'Iran, sur le détroit d'Ormuz, a indiqué à l'AFP un diplomate au fait des discussions. C'est pour parler sur distinctes négociations entre Washington et Téhéran, a précisé ce diplomate sous couvert d'anonymat. Un autre sommet est également prévu en Arabie Saoudite entre les États arabes du Golfe, l'Iran et potentiellement d'autres pays voisins pour renouer les liens, a-t-il ajouté sans préciser la date prévue de la rencontre. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal 20% du pétrole et du GNL mondial, était libre de tout contrôle avant la guerre contre l'Iran, déclenchée par les États-Unis et Israël le 28 février. Le protocole d'accord signé la semaine dernière par Washington et Téhéran prévoit sa réouverture et des discussions entre les États riverains, l'Iran et l'Oman, pour définir sa future administration et les services maritimes. Les pays du Golfe vont plaider pour la liberté de navigation dans ce passage stratégique et contre l'imposition des droits de passage, tandis que Téhéran devrait exiger les frais de services liés à l'environnement, à la sécurité, a expliqué le diplomate. Le Pakistan, qui a joué le rôle de médiateur dans les discussions entre les États-Unis et l'Iran aux côtés du Qatar, devrait participer à ces discussions.
Quant aux pourparlers distincts sur la réconciliation entre les pays du Golfe et l'Iran, prévus à Riyad, la capitale saoudienne, ils pourraient inclure d'autres pays de la région, selon la même source. Ces discussions ne devraient pas refléter une réévaluation de l'Iran de la part des États arabes du Golfe, mais une réévaluation de ce qu'ils pouvaient désormais attendre des États-Unis. Les pays du Golfe cherchaient ainsi un moyen gérable de coexister avec leurs voisins, compte tenu du manque de fiabilité des États-Unis et d'Israël qui cherchent à imposer son propre projet de suprématie régionale, a souligné cet expert du Moyen-Orient. L'Iran et l'Oman ont affirmé mardi qu'ils allaient se pencher sur les coûts de la future gestion du détroit d'Ormuz en soulignant leur souveraineté sur cette voie maritime stratégique. Selon l'agence de presse omanaise, le premier ministre qatarien a discuté mercredi avec le sultan d'Oman, Haitham Ben Tareq, des derniers développements concernant les négociations avec l'Iran. Chers téléspectateurs, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'actualité en continu. Bonne soirée.